Et si on n'aime pas la manière dont on a été traité, on risque de rater l'opportunité d'acheter un bien. Moi, j'achète quelque chose que je voudrais qu'il soit identique à l'appartement témoin اللي يعجبني. Est-ce qu'on écoute nos besoins? Est-ce qu'ils vont utiliser toutes les entourloupes pour gagner le maximum, etc. Il y a une entourloupe, il et- vous dira c'est une question de stock et que peut-être... Et on tombe souvent amoureux de cet appartement témoin parce qu'on se projette dans un appartement similaire. Ce que je vais acheter n'est pas ce que j'ai vu. Et la بغيتي تشد شي واحد شدو كلامه شدو هضرته. Est-ce que ça l'engage juridiquement? Il ne suffit pas d'écrire. Le professionnel, il met pas d'émotivité. C'est pour ça que je demande de se faire accompagner par un professionnel. Bonjour tout le monde et bienvenue dans les pros de l'IMO. Vous voulez acheter un bien immobilier, vous allez voir un professionnel, un promoteur. Car pour vous, c'est un gage de crédibilité et de sérieux. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que éventuellement, vous pouvez être confronté à un certain nombre de risques qu'il s'agit d'être capable de déceler et de ne pas y tomber. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Karim Qaderi. Bonjour. Bonjour, je rappelle que vous êtes formateur dans le domaine du commercial, plus particulièrement dans la dimension comportementale, émotionnelle et mentale. Et je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Et je salue mon ami Amin Mamnessi qui est là, comme d'habitude. Bonjour, Pour m'épauler. Rachid. Bonjour, tu vas bien? Très bien. Ça va? On arrête les salam alek? Non, on va arrêter. C'est la touche marocaine du podcast. Voilà. Alors, quels sont les pièges qu'un acheteur doit éviter? Alors, par piège, on n'entend pas une forme d'intention que l'on prêterait au promoteur. Mais quand on est dans le monde du commercial, naturellement, il y a des techniques qui pourraient être vues par l'acheteur comme étant des pièges. Et donc, il doit optimiser ses chances quand il veut acheter auprès d'un professionnel. En l'occurrence, un bien immobilier auprès d'un professionnel du domaine. En fait, ce que j'appellerais des pièges, c'est Amin qui va pouvoir nous les mentionner, les expliquer. Mais moi, ce à quoi je ferai allusion, c'est plutôt la dimension émotionnelle. Lorsqu'on va chez un professionnel pour voir un projet qui est en vente, il faut faire attention à ses propres émotions parce que très souvent, on n'est pas très bien accueilli. Et on nous montre juste du doigt, il faut aller voir la villa témoin ou l'appartement témoin, et on n'est pas accompagné, etc. Et quand on revient vers le bureau, si on revient, on nous raconte toujours les mêmes choses. On va vous sortir un bouquin, on va vous dire, regardez, vous êtes sur la troisième tranche, il y a l'autoroute par là, il y a le truc par là, il n'y a jamais ici, etc. Et des choses qui sont en fait très, très, très banales. Donc, et si on n'aime pas la manière dont on a été traité, on risque de rater l'opportunité d'acheter un bien qui, en fait, aurait pu être idéal pour nous, juste par la manière dont on a été traité. Parce que peut-être que, bon, déjà, il y a deux éléments. Le premier, c'est que quand on est un acheteur particulier et qu'on achète auprès d'un autre particulier, on a l'impression d'une équivalence, que j'ai une chance de... Voilà. Par contre, quand il s'agit d'une structure, déjà, on se sent écrasé par le fait de devoir négocier avec une grande structure. Et puis, deuxièmement, la structure, de par la dimension industrielle des fois, parce que le nombre de visiteurs, etc., des fois, ne fait pas l'effort de personnaliser la démarche auprès de chaque visiteur afin de chercher à évaluer quel est son vrai besoin, quel est son profil psychologique, comment adapter les arguments par rapport à l'individu. Est-ce que c'est ça? Ma perception personnellement, c'est que en fait, quand je suis en face d'un professionnel, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que il y a une certaine rationalité, il y a un pricing qui est établi pour tout le monde, etc. Devant un être qui vend son appartement, il y a son élément émotionnel, il n'y a rien de rationnel, il a inventé un prix qu'il a entendu, et donc on négocie sur rien du tout. La marge est plus grande avec un particulier. Oui, il y a beaucoup plus, oui, à mon avis, c'est un peu plus compliqué dans certains cas. Devant un professionnel, bon, cet appartement, c'est tant de mètres carrés, et c'est à temps le mètre carré. Donc, c'est beaucoup plus logique, plus simple. Le souci, à mon sens, s'établit lorsque on doit déterminer quel appartement on va acheter et est-ce qu'il va ressembler, par exemple, à l'appartement témoin, etc. Tout un nombre de choses. Mais avant ça, il y a est-ce que vraiment on nous écoute? Parce que vous avez parlé de est-ce qu'on écoute nos besoins? Est-ce que... Je ne pense pas. Aujourd'hui, quand on va chez un professionnel, on nous raconte les mêmes choses
que ce soit un médecin ou quelqu'un qui n'a même pas un niveau d'éducation élevé, que ce soit une femme, un homme, un enfant, c'est la même chose. On nous répète ce qu'on sait. On psalmodie des arguments à l'identique, peu importe le... Voilà, donc pour moi, c'est un peu ça le souci. Alors, moi, j'aimerais revenir justement à ce fameux parcours client. D'abord, je suis un acheteur potentiel. Je me rends dans un salon, par exemple, immobilier, ou là, carrément, je vais dans un showroom d'un professionnel de l'immobilier. L'idée, c'est est-ce qu'il faut, je dis peut-être l'idée à tort ou à raison, est-ce qu'il faut croire tout ce qu'on me raconte, tout ce que me raconte le commercial. Là, je suis un acheteur, donc j'ai affaire à une entité qui est rodée, et ce qu'on va me dire, il faut que je le prenne à la lettre ou poser les questions qu'il faut pour justement ne pas être peut-être déçu. Donc, elle dit la première question, lorsque j'ouvre cette porte du showroom et que je rentre, j'ai en face de moi un professionnel, ou censé être un professionnel qui a normalement assimilé les techniques de vente, comportementales, etc., etc. Bon, Anna, je dis pas que je suis le mouton et en face de moi il y a le loup, mais disons que je voudrais avoir les bons conseils pour que c'est un interlocuteur que j'ai, mais il voilà. La première chose, donc, je mettrai une distinction entre le promoteur lui-même, d'accord, et le commercial. Donc, première chose, si j'étais acheteur dans cette configuration, ben, ce que je ferais, c'est déjà, je me renseignerai sur la qualité du promoteur. Est-ce qu'il est intègre, est-ce qu'il est honnête, etc. Parce qu'il y en a beaucoup, comme vous le savez, qui ne sont pas des vrais professionnels. C'était des gens qui faisaient je ne sais quoi et ils ont un peu d'argent, ils se lancent dans l'immobilier et ils n'y connaissent pas grand-chose. Et pour éviter de se casser la gueule, si je puis dire, ils vont utiliser toutes les entourloupes pour gagner le maximum, etc. Donc, si je n'ai pas en face de moi un promoteur de renommée, déjà, c'est un problème. Donc, juste pour préciser, un promoteur de renommée, donc il faut qu'il y ait le bouche à oreille. Et puis aujourd'hui, bien sûr, la sphère, l'Internet, aujourd'hui, vous tapez le nom de quelqu'un, vous avez son historique, voilà. Presque m'nekhlaq. Donc, c'est pas compliqué. Quelqu'un qui traîne des casseroles, quel que soit le secteur d'activité, aujourd'hui, kulchi mfdouh. Donc ça, c'est vrai. Il y a l'aspect renommée. La suite, c'est le facteur du commercial lui-même. Il y a nous sommes tous des humains et nous sommes tous différents. Bon, on peut, dans une même entreprise, avoir un commercial honnête et intègre, et on peut avoir un commercial qui dirait tout et n'importe quoi afin de vendre. Il touche une prime, voilà. Bien il sûr, doit atteindre un objectif. Après, une commission, tout simplement. Donc là, pour gagner son pain, il dira tout ce qu'il faut pour vendre, quelles que soient les conséquences. Donc, maintenant, si le promoteur est de renommée et que la personne qui est en face de moi ne l'est pas, je peux le savoir, je peux me faire accompagner, par exemple. D'accord? Si on va vous raconter des histoires à dormir debout sur le marbre, sur l'isolation, sur un tas de choses, ben, je peux poser des questions à d'autres professionnels et me faire accompagner. Ça, c'est une chose. Maintenant, quand on a un commercial qui est devant nous, il faut évaluer sa performance. D'accord? Donc, tous les commerciaux ne sont pas les mêmes. Certains sont très honnêtes et intègres, certains ne le sont pas. Et on le sent des fois juste à la manière dont on est accueilli, comment on nous explique des choses. Si on pose des questions, ils nous répondent un peu à côté, des réponses génériques, des garanties surtout. Oui, ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'humidité, il s'est ensoleillé. Oui. Tout est parfait. Il faut commencer à se poser des questions. D'accord? Donc, c'est très important. L'autre truc que je voulais dire, c'est que avant, quelle que soit la nature de ce commercial, c'est à moi, l'acheteur, de savoir ce que je veux. Donc, c'est très souvent ce que j'appelle le carré, c'est-à-dire, c'est comme si je voulais me marier, ben je me dis, OK, la femme que je veux, elle doit avoir ça, 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 ça. Elle ne peut pas avoir ça, 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 ça. La voiture que je veux acheter doit avoir ça, 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 ça. C'est des prérequis pour moi qui sont très importants. Donc, déjà, quand je sais exactement
la nature du bien que je veux acheter, ça me facilite la tâche pour poser des questions très précises. D'accord? Et quand je vais voir l'appartement, je n'ai pas d'illusion. L'appartement témoin, bien sûr, n'est pas une réflexion sur l'appartement que je vais avoir, parce qu'il peut être plus ensoleillé, moins ensoleillé, vers la piscine, vers l'autoroute, etc. Donc, il faut être réaliste dans sa tête que ce que je vais acheter n'est pas ce que j'ai vu dans l'appartement témoin. Maintenant, si je sais ce que je cherche, ce que dit le commercial, peu importe. Est-ce que ça a 3 chambres? Est-ce que ça a tant de mètres carrés? Est-ce que c'est accès sud ou nord, etc. C'est des choses que je devrais savoir avant de voir quel commercial que ce soit. Vous avez dit une chose très importante, c'est que quand je vois l'appartement témoin, je sais que c'est pas ce que j'aurai au final. Alors, je suis partiellement d'accord avec ça. Autant je peux comprendre que l'orientation ne peut pas être obligatoirement la même, parce que l'appartement témoin, il est orienté de telle façon. Mais, par contre, les prestations, les revêtements, etc. Moi, j'achète quelque chose que je voudrais qu'il soit identique à l'appartement témoin, Donc, je peux à la limite discuter l'orientation, mais sinon le reste, كله بغيتو. أنا شريت ذاك l'appartement témoin, بغيت بحالو. ما شريتش l'appartement témoin, ولكن بغيت un appartement qui est identique à l'appartement. En tout cas, les mêmes matériaux, les mêmes matériaux. Donc là, ça m'amène juste à ouvrir une petite parenthèse. C'est que quand j'achète un bien qui n'est pas construit, donc par exemple la vente en état futur d'achèvement, et que je suis dans un processus d'achat qui est progressif. Au début, on signe avant de signer, il y a un cahier de charge. Ce cahier de charge, il est obligatoire. Le cahier de charge, c'est les détails. C'est facile les prestations, quel revêtement il y a, la nature des revêtements, la nature de tout ce qui est, par exemple, équipement de la cuisine, avec le nom, les marques, etc. Donc, je ne vais pas citer de marque, mais par exemple, quand vous visitez l'appartement témoin, c'est le top. En fait, c'est la vitrine la plus belle que le promoteur propose aux futurs acquéreurs. Oui. Et on tombe souvent amoureux de cet appartement témoin parce qu'on se projette dans un appartement similaire. Alors, il y a un petit hiatus, et ça, j'aimerais attirer l'attention des acquéreurs, c'est que quand vous signez ces cahiers de charges qui engagent le promoteur et l'acquéreur, il y a ce qu'on appelle les différentes prestations. D'abord, s'il y a un marbre qui vous a plu, et un marbre de telle qualité ou là de telle... parce que vous savez, les marbres, ils ont un nom, Perlatino, marbre de Carrare, etc. Vous allez trouver très souvent, devant des prestations, marbre de Carrare ou similaire. Robinetterie de très haute, je veux pas faire de publicité pour les marques, mais des robinetteries de très haute gamme, effectivement, qu'il y a présent dans l'appartement témoin, qu'on va vous vendre, qu'on veut vous vendre, enfin, qu'on veut vous attirer pour que vous achetiez. Vous allez trouver à chaque fois devant ça, ou similaire, ou similaire, ou similaire. Bon. 9 fois sur 10, vous allez avoir droit au similaire et pas à ce que vous avez vu. Il n'est pas très similaire, en fait. Bon, c'est toujours un robinet, mais... ça va être un robinet, ça va être du marbre, mais ça va être très souvent du deuxième choix. Et donc, le fait d'avoir signé sur ce similaire ouvre la voie, justement, à ce que demain, il n'y ait pas de contestation, parce que vous avez accepté que vous achetiez quelque chose qui est similaire à ce que vous avez vu l'appartement témoin. Donc, je voudrais juste insister sur ce point. Si vous êtes tombé amoureux spécialement du marbre de Carrare, Carrare, c'est ce qu'il y a de plus de cet appartement, au moment de signer le cahier de charge qui engage et le promoteur et l'acquéreur, demandez à ce qui est marqué marbre de Carrare identique à celui de l'appartement témoin, écrit sur le cahier de charge. Les choses sur lesquelles vous ne voulez pas transiger, vous demandez à ce que ce soit identique. Le reste, par exemple, la peinture, des choses qui ne sont pas très importantes, bon, la plomberie, etc., on ne va pas rentrer dans les détails, mais disons que les choses qui sont surtout de la finition, du second œuvre, et parce qu'on achète avec Belhaïm,
Donc, vous êtes tombé amoureux d'un cadre général, d'un revêtement, s'il y a du bois, etc. Eh bien, si vous voulez pas que, à la fin, vous achetiez du similaire, il faut l'exiger en tant qu'acheteur, mais le cahier de charge. Et là encore, c'est le travail du commercial qui ne va pas vous dire, s'il n'est pas scrupuleux, il ne va pas vous dire que, attention, vous n'allez pas avoir ce genre de marde. Ou bien une entourloupe, il vous dira c'est une question de stock et que peut-être. Comme je dirais, c'est c'est un peu de bonne guerre. L'histoire des cahiers de charge, bon, il faut être un petit peu aguerri pour justement ne pas tomber dans le problème après, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ont acheté sur plan en signant des cahiers de charge, et une fois livré, ça ne correspondait pas exactement à ce qu'ils ont aimé. Mais du fait qu'ils ont signé sur similaire, c'est inattaquable, c'est similaire. C'est pas, on vous a vendu quelque chose qui est similaire, c'est similaire. C'est du marbre, hein, mais c'est pas le même marbre. Mais après, est-ce que le problème se pose moins quand il s'agit d'un bien déjà bâti, que je peux visiter pour comparer de visu par rapport à l'appartement témoin? Il y a moins de problèmes. S'il est bâti, vous allez constater de visu que le marbre. Donc, je peux demander peut-être dans le cahier de charge à changer. Non, il y a plus bois, non, vous l'achetez en l'état. D'accord, donc il n'y a pas de moyen de négocier. Ça, tu trouves un bien qui est fini. D'accord. Je la robinetterie, je le sanitaire, je la cuisine, je le marbre, je tout le chi. Qabel, tu achètes. C'est un point. Un autre point, c'est Qadiri. Tangolo, les paroles s'envolent et les écrits restent. Alors, c'est vrai que les commerciaux, on les aime beaucoup parce que c'est des gens qui sont souvent sympathiques, souriants et tout, mais qui parlent beaucoup. Et la British, alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'une façon de le cadrer, c'est que dès que je l'ai dit, tout à fait. Donc après, tu vas avoir ceci et là, la vue sur mer, tu dis kaina. Vue en même temps montagne, tu dis kaina. Brit kaina la piscine, tu dis kaina. Li قلتي tu dis qui est. Mais ça reste oral. Tu li كتقول لي الله يخليك كتبوا لي. باش قدامي كتكتبوا لي, j'ai une preuve. Je peux venir et dire attendez, vous m'avez vendu l'OM. Anna, j'ai acheté, vous m'avez dit, vous m'avez promis ceci, cela. Donc quand c'est écrit, c'est différent. Est-ce que ça l'engage juridiquement? Il ne suffit pas d'écrire. Mais bien sûr, si c'est écrit, oui. Si c'est écrit avec un en-tête, etc., il peut pas me dire n'importe quoi. Moi, j'ai accompagné beaucoup de promoteurs immobiliers. J'ai accompagné les commerciaux dans le bureau de vente, etc. Donc, j'ai jamais vu vraiment ce que vous êtes en train de décrire. Il y a quelqu'un qui vous raconte les histoires. Vous êtes devant la mer, Alors, sincèrement, j'ai assisté une fois à cette scène. C'était au moment, c'est vrai, c'était l'euphorie du marché de l'immobilier. D'accord. Les gens achetaient les yeux fermés. Et j'étais comme un peu un client mystère. J'étais un peu en retrait. Et j'ai vu et j'ai vu un acheteur qui avait les yeux pétillants. D'ailleurs, c'était dans un salon immobilier. Ça, peut-être qu'on peut y revenir parce que le salon immobilier, très particulier. Il y a un côté opportuniste très fort parce que 2-3 jours, allez, vite, puisqu'on va plus être là au bout de 3 jours. La notion d'Hemza. Et donc, j'ai vu quelqu'un qui était prêt à acheter et en même temps, il voulait écouter quelque chose. Donc, le commercial lui a servi tout ce dont rêvait Alexide. Wow. C'était impossible. Ce qu'il disait, c'était totalement impossible. Et la personne a cru et a acheté. D'accord. Après, le réveil sera douloureux, mais pour vous dire que des fois, c'est sans scrupule. Oui, moi, ce que j'ai remarqué dans ce marché, c'est pas les gens qui racontent des choses extravagantes, c'est-à-dire vous allez avoir la montagne, la mer et la piscine et la paix dans l'âme, etc. Moi, j'ai plutôt vu des gens qui ne maîtrisaient pas du tout leur métier. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas compter sur ce commercial pour être une valeur ajoutée au produit. C'est-à-dire, si vous venez, tout ce qu'il peut dire, c'est voici l'emplacement, il me reste deuxième étage, il me reste troisième étage, il y a 3 chambres, etc. Mais en quoi il peut m'être utile? C'est-à-dire, si je lui parle de l'isolation, parce que moi, je suis très sensible au bruit, est-ce que là, il peut rien te dire? J'ai plutôt remarqué ça. Donc, c'est pour ça que je demande à quelqu'un qui voudrait vraiment acheter, qui aime l'endroit, de se faire accompagner par un professionnel qui peut vraiment vérifier ces choses-là. Est-ce que la plomberie est vraiment de qualité? Est-ce que ça, je pense que c'est très important. C'est très important, vous avez raison. Le professionnel, il ne met pas d'émotivité. Et l'émotion, des fois, nous joue des tours. الواحد باش تيجي يشري تيكون
il y a une sorte d'effervescence, etc. Et donc, des fois, il est subjectif. Sure. Un professionnel, Radiji, il va voir les choses de façon objective, carrée. Déjà, il va pas acheter. C'est pas lui qui va acheter. Voilà, il est là pour conseiller. Détaché. Donc, il est détaché et donc, il y a un certain recul. Donc, c'est très important ce que vous dites, c'est Karim. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner de quelqu'un d'extérieur. Qui est neutre et qui peut voir les choses de façon plus objective. Sure. Et il y a un autre élément, c'est que, comme j'ai dit au début, il faut savoir ce qu'on veut. Si je trouve ce que je veux, imaginez que j'aille voir 40, 50 appartements. À la fin, je suis complètement confus. Je ne sais plus ce que je veux, je suis faible, c'est très facile, je suis une proie facile. D'accord? Moi, je voudrais aller voir, une fois que j'ai déterminé la région, ok, je dis n'importe quoi, à côté de la plage, Ben Slimane, ou je dis n'importe quoi plutôt, Darbo Azza, ou je sais pas quoi. J'ai trouvé un endroit pas mal, il comprend les choses dont j'ai besoin, donc je suis encore frais, j'ai compris, je commence à négocier ce bien-là avec les choses que je veux dedans, et puis c'est tout. Là, mais si je fais 1 an et demi, 2 ans de visite, je suis complètement perdu. Donc, voilà, je trouve l'endroit, ça fait j'aime bien cet endroit, mais il y a des conditions. Je voudrais telle et telle et telle chose, donc j'amène un professionnel qui va me conseiller et on discute ce bien-là. Donc là, on parle beaucoup de biens qui ne sont pas livrables. Parce que c'est vrai qu'un bien qui est livrable, ça élimine tout le côté qu'on a dit tout à l'heure, le revêtement ne correspond pas à ce que j'ai vu, etc. Parce que vous rentrez, vous visitez, ça vous plaît, bismillah, ça vous plaît pas, je m'en vais. Donc, ça élimine quand même une grande marge pas de risque, mais disons de problèmes ou de déception. Mm-hmm. D'accord. Là où il y a le plus de déception, c'est quand on achète un bien en état futur d'achèvement, et donc il y a une marge. Dont une que je voudrais préciser, c'est celle du métrage. Vous savez, quand on achète un bien qui n'est pas encore, qui n'a pas un titre parcellaire, le métrage, il est approximatif. Par exemple, on va vous dire, il va faire 75 mètres carrés à peu près. Elle dit que 75 mètres carrés, le promoteur n'est pas de mauvaise foi. Parce que c'est qu'une fois que le titre sera sorti, que le cadastre aura fait son travail, qu'on aura le métrage exact. Peut-être que le bien fera 71 mètres carrés. Peut-être qu'il fera 77 mètres carrés. Ce qui va déterminer ça, c'est le titre de propriété. La marge d'erreur, elle est de combien à peu près, des fois, en pourcentage? 5 à 10%. C'est énorme, 10%. Alors, c'est pour ça que je voudrais juste On parle de grands appartements. Oui, c'est pour ça que le conseil que je donnerai en tant que futur acquéreur de ce type de bien, c'est d'acheter le prix au mètre carré et pas acheter le package. Parce que le jour où il y a le certificat de propriété, parce qu'à un moment donné, pour faire la vente définitive, le bien en question a un titre parcellaire. Et à ce moment-là, le métrage, il est définitif. Donc, si le contrat de réservation, on vous a mis 75 mètres carrés, que vous avez acheté, par exemple, à 10 000 dirhams le mètre, ce qui fait 750 000 dirhams, vous avez donné une avance, etc. Et bien, à la fin, au final, il n'y avait que 71 mètres carrés. 4 mètres carrés, c'est 40 000 dirhams. Si j'ai acheté un package, c'est difficile. Mais par contre, si j'ai le prix au mètre carré, après, on fait la soustraction ou l'addition. Donc ça, c'est très important aussi quand je veux acheter, de se garder cette marge qui, à la fin, peut être à mon avantage. Protège les deux. Protège totalement les deux. Qui peut être à mon avantage comme à celle du promoteur. Je l'ai dit, qui n'est pas de mauvaise foi. C'est qu'une fois qu'on a un certificat de propriété définitif du bien, qu'on a le métrage qui est également... Ceci rejoint mon point qui était de toujours se faire accompagner. Parce que vous avez aussi évoqué un élément qui est l'émotion. Si je tombe amoureux d'un projet, je ne suis plus objectif. Et ça, c'est très grave. Ça m'est arrivé à moi-même. J'ai aimé un truc. Formidable. Oui, ça y est, j'ai imaginé ma fille qui jouait dans le truc, la piscine, tout ça. Je peux vous garantir que j'étais pas du tout objectif. Donc, c'est normal. Donc, c'est humain. Nous sommes des humains. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc, si vraiment on cherche une bonne affaire, etc., ne laissons pas le volet émotionnel nous jouer des tours.
On trouve l'endroit, j'aime beaucoup. Maintenant, j'amène un professionnel qui va me dire attention, la plomberie ici, c'est catastrophique. Attention, le truc, l'humidité ici, c'est foutu. Attention. Et moi, j'ai vraiment envie d'acheter cet endroit. Je me vois dedans, mais je ne vois pas toutes les catastrophes qui se cachent derrière. Donc, revenons toujours à se faire accompagner. C'est très important parce qu'en général, effectivement, quand on tombe amoureux d'un bien, appartement, voiture, au fait, on ne tombe pas amoureux de l'intégralité du bien, de tous ses aspects, mais de certains éléments qui coïncident exactement avec ce que je cherchais. Et on a quand même, nous, êtres humains, une capacité d'autosuggestion et de filtres que l'on met à soi-même qui font que l'on occulte inconsciemment tous les défauts. On se dit, ah non, je peux arranger. Mais au fait, on a tellement évacué que c'est l'essentiel de la part qu'on a évacué. C'est comme quand on est amoureux d'une femme ou d'un homme, quand on est une femme, on idéalise quelque part. For sure. Ça, c'est sur la durée que l'on découvre après les petits défauts, les petits problèmes, les petits... Oui, j'en sais quelque chose. Oui. Nous avons tous une émission. Tout à fait, c'est ça. Non, mais vous savez, généralement, on tombe amoureux du quartier, on tombe amoureux de la vue, du cadre, qui n'a rien à voir avec l'appartement lui-même. Et donc, attention. Alors, c'est peut-être pour... Même pour le mariage, il faut se faire accompagner par un expert. C'est vrai. Il faut avoir un regard extérieur. Ouais. Autre élément, je pense, qui est important, c'est Karim. Et quand on est acheteur d'un bien comme ça en neuf, donc chez un promoteur, il y a aussi cette notion de projection, la capacité à se projeter dans les 5 à 10 prochaines années. Et quand je dis projection, c'est au niveau familial. Est-ce que le bien que j'achète aujourd'hui, est-ce que pendant les 10 prochaines années, il va rester taillé sur mesure par rapport à la famille peut-être que je vais fonder, aux enfants que je vais avoir, etc. Parce qu'on n'achète pas un bien pour déménager au bout de 2 ans, parce qu'il manque une chambre, parce que ma famille s'est agrandie. Donc il y a aussi cet élément très important quand je veux acheter, Exact. Donc parce que quand on achète un bien, c'est un crédit généralement, on s'engage, etc. Donc c'est pas facile de changer tous les 3 ans. C'est pour ça que j'ai parlé du carré. C'est-à-dire, je sais, voici les choses dont j'ai besoin. Eh bien, confirme de la projection d'il y a 10-15 ans. Donc, si je ne fais pas ça, si je n'ai pas un objectif clair de ce qui ne pourra pas marcher pour moi et ce qui pourra marcher pour moi, je peux au moins cibler l'endroit qui peut répondre à ces besoins concrets. D'accord? Sans ça, l'émotion va prendre le dessus et je vais faire quelque chose qui ne va pas marcher demain. Absolument. Il y a le côté, on va dire... familial, dans lequel je dois pouvoir me projeter dans les 10 prochaines années, mais également le côté professionnel. Si j'ai un métier où tous les 2 ans, je subis une mutation professionnelle, où là je suis vous savez, les métiers où on bouge beaucoup. Bon, est-ce que c'est intéressant d'habiter un bien que je vais acheter au bout d'1 an, devoir déménager dans une autre ville ou dans un autre pays, etc. Donc, c'est très particulier. Il faut examiner et sa situation matrimoniale et sa situation professionnelle, très important, parce que des gens qui sont nomades. Et puis il y a des gens au contraire qui achètent en intégrant l'idée de la retraite. J'achète la maison, voilà, où j'ai la cinquantaine et donc je me projette déjà dans la retraite. Et c'est intégré dans l'acte d'achat et dans le choix. Moi, je voudrais ajouter un autre élément qui en fait tue la vente. Et pourquoi j'en parle? Parce que très souvent, un bien pourrait être adapté à nos besoins, notre idéal, etc. Mais le volet émotionnel, encore une fois, fait foirer l'affaire. C'est-à-dire, j'ai eu l'opportunité, quand je suis rentré de l'étranger, j'ai appelé certaines annonces. Et du téléphone, la personne était tellement désagréable que je suis même pas allé voir. Et ça, c'était un autre problème. Ça, je me suis remis en question plus tard. Donc, attention que si vous avez décidé, malheureusement, il y a une grosse médiocrité dans le volet commercial. Donc, des fois, il va falloir surmonter la médiocrité du commercial qui répond au téléphone pour vraiment réaliser ce dont moi j'ai besoin. OK, ça c'est un élément. C'est important, si on peut juste s'attarder un petit peu avant de vous laisser parler davantage par rapport à cette question. Alors, j'ai trouvé un bien. Il est adéquat, on ne peut pas dire parfait, ne pas être adéquat à mes besoins. Et le prix me convient. Mais le commercial, effectivement, est médiocre. Donc, vous invitez les gens à faire preuve de patience, exact, à supporter la médiocrité ou le côté impoli du commercial
pour atteindre quand même son objectif. Alors, faut-il demander à parler à un autre commercial ou... Bon, au téléphone, c'est juste... Ah oui, au téléphone, c'est compliqué. Oui, au téléphone, c'est juste... j'ai senti plusieurs fois qu'il voulait raccrocher. Alors que moi, j'avais des questions pour voir si je vais faire ce déplacement de 45 minutes à Casablanca qui est infernal. Donc, il te donne pas du tout l'envie de poursuivre, il te laisse pas poser des questions, etc. Venez voir. Et donc, très souvent, je peux rater une opportunité à cause de ça. On a tous connu, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres domaines, des commerciaux qu'il a fallu quasiment supplier de nous vendre. Oui, oui. Alors que peut-être c'est l'inverse. C'est à lui de nous convaincre. Alors, ils sont complètement démotivés. Donc, pour peu qu'un acheteur ait cette mauvaise perception, se disent mais je suis mal considéré, moi je viens, j'ai de l'argent, je vais mettre de l'argent, je vais mettre une partie de ma vie dans ça, et on me prend pour... Voilà, je m'en vais. C'est ça. Donc, c'est normal. Donc, il y a vraiment je pense que le maître mot, c'est effectivement pour évacuer le côté émotionnel, c'est de se faire accompagner par un professionnel qui, lui, est à même de regarder les choses de façon objective et de conseiller et d'aller dans certains détails qu'on ne voit pas. Donc, le détachement émotionnel. Le détachement et l'accompagnement. Et l'accompagnement. Je vous remercie, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose. Non, j'allais juste dire que ce n'est pas ce n'était pas juste au téléphone. Au téléphone, c'est la première partie, mais très souvent, quand on va au showroom, moi j'ai accompagné tellement d'entreprises qui sont dans la promotion immobilière, et le commercial, très souvent, ne veut même pas se lever, parce qu'il y a beaucoup de visites. Ah oui, elle est là-bas, elle est là-bas, elle est là-bas. Et donc, si j'ai une petite fierté, un petit ego, tu me blesses, j'ai plus envie de continuer avec toi. Donc ça arrive vraiment dans le concret. Et une des sociétés que je connais bien et que Amine connaît aussi, aujourd'hui, je les ai formés plusieurs fois. Le meilleur commercial, c'est le mec qui était la sécurité, qui était le mec qui faisait la sécurité. Et pourquoi? Parce que justement, il n'acceptait pas de voir les gens maltraités. Donc, c'est un observateur extraordinaire. Exact. Il les accompagnait, c'est dans la ville de Safi. Et les gens se plaignaient, lui racontaient. Oui, et donc il les accompagnait, il leur donnait du temps. Et quand le commercial n'était pas là, qui s'absentait pour aller déjeuner pendant des heures, etc., il prenait des avances. Et les patrons ont réalisé que ce monsieur était vraiment bon. Aujourd'hui, c'est le numéro 1 de l'entreprise. Ah, c'est magnifique. Donc voilà, donc le côté émotionnel est très important. Merci infiniment. On va terminer sur cette note d'espoir. Sure. Voilà, n'importe qui peut le devenir. Encore faut-il apprendre à écouter son client, à comprendre ses besoins et l'accompagner intelligemment. Donc je vous remercie et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis. Rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine.